D'accord, tout le monde, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le webinaire d'aujourd'hui, plus de lois sur la recharge des véhicules électriques, ce que les développeurs ne peuvent pas ignorer. Je suis Julie et je suis la coordinatrice marketing ici à Electric Avenue. Pour notre programme d'aujourd'hui, nous commencerons par le paysage de la recharge des véhicules électriques et ce qui motive le changement, puis nous examinerons les attentes des locataires et les futurs mandats de conformité. Nous aborderons la planification d'infrastructures intelligentes, la monétisation et le calendrier de votre déploiement, et nous terminerons par une étude de cas sur le succès de la propriété de JTK. Et sur ce, je suis heureux de vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, Mark McDonald, fondateur et président d'Electric Avenue. En 2001, Mark McDonald, fraîchement diplômé, pensait être assuré pour la vie lorsqu'il décrocha son emploi de rêve chez Nortel Networks, la plus grande entreprise au Canada à cette époque. Un an plus tard, après avoir échoué à répondre aux perturbations de l'industrie, l'entreprise était sur la voie de la faillite et Mark était sans emploi. Être témoin de la chute d'un géant technologique comme Nortel en raison du manque de prévoyance et d'action a suffi à Mark pour prendre son avenir en main. En 2003, il a lancé sa première entreprise de conception et d'installation de systèmes domotiques qu'il a vendu 3 ans plus tard. Pour la décennie suivante, Mark a perfectionné ses compétences en résolution de problèmes techniques pour aider les ingénieurs, développeurs et électriciens à concevoir et alimenter des espaces dans tout le Canada atlantique, ce qui l'a conduit à fusionner 2 entreprises en 2016, formant Catalyst Sales and Marketing. En 2018, il a créé une entreprise d'énergie renouvelable et en 2021, elle a fondé Electric Avenue, une entreprise de bornes de recharge pour véhicules électriques qui vend à la fois du matériel et des logiciels. Aujourd'hui, il siège au conseil d'administration en tant que président des alliances stratégiques pour le chapitre canadien atlantique de l'Association des entrepreneurs. Il est également conseiller en énergie durable au sein du conseil communautaire de Viva Living, une entreprise de développement qui élève le niveau des locations abordables en Amérique du Nord. Bien que son emploi de rêve ne se soit pas déroulé comme il l'avait imaginé, cela l'a préparé de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mark attribue à Nortel le mérite de lui avoir enseigné une leçon inestimable sur les affaires et la vie. Ne jamais se reposer sur ses lauriers et que le statu quo n'est jamais une option. Avant de commencer, si quelqu'un a des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Merci beaucoup et j'espère que vous apprécierez tous. Je sais que c'est une présentation sur l'avenir des transports, mais je ne pense pas que nous puissions envisager l'avenir des transports sans regarder au passé. Ce n'est pas notre première crise générationnelle de transport environnemental crise. En 1894, le London Times a surnommé cela la grande crise du fumier. Ils ont prédit que dans 50 ans, chaque rue de Londres serait ensevelie sous 9 pieds de fumier. Et ce n'était pas seulement Londres, c'était tous les grands centres-villes de l'époque. Malgré de vifs débats parmi les urbanistes, diverses études sur la question, aucune solution n'a jamais été. C'était en fait une technologie perturbatrice qui a sauvé la situation. C'était Henry Ford, c'était Carl Benz, c'était Daimler et d'autres qui ont introduit des véhicules motorisés à grande échelle dans la combustion interne. Moteur. Ce n'était pas la première fois qu'une meilleure technologie sauvait une industrie. Et je soutiendrai que la même chose se produit maintenant avec notre système de transport mondial. Alors, que nous apporte 100 ans de où cette idée d'innovation vous mène-t-elle dans l'automobile produite en masse et le moteur à combustion interne? Que cela vous amène à ceci. C'est le sommet de cette technologie. Certains diraient que c'est la Bugatti Chiron. Elle passe de 0 à 60 miles par heure en 2,3 secondes. Et vous pouvez l'obtenir pour le prix modique de 4,7 millions de dollars. En un peu plus de 10 ans, voici ce que Tesla vous a apporté. Voici la Model S, voici leur version haut de gamme, la Model S Plaid. Elle passe de 0 à 60 miles par heure en 2 secondes. Elle parcourt un quart de mile en 9,3 secondes. Elle a une vitesse maximale de plus de 320 km à l'heure. Vous pouvez parcourir 600 km avec une seule charge. Vous ajouteriez 200 km d'autonomie en 5 minutes de charge sur le nouveau réseau de recharge rapide auparavant. Il a même un mode bateau si vous êtes coincé dans une inondation éclair et vous pouvez obtenir tout cela pour seulement 150 000 $. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la recharge des véhicules électriques bien qu'il puisse être nuancé et régional dans la croyance des gens ont
dans son adoption et ses taux d'adoption à long terme, les données et les chiffres sont assez concluants. Si nous regardons les États-Unis et le Canada au cours des 4 ou 5 dernières années, vous pouvez voir cette courbe de croissance exponentielle. Ce sont les chiffres de vente. Donc, l'année dernière, nous avons atteint 1 200 000 véhicules électriques vendus aux États-Unis. Le SAF n'est de 250 000 au Canada. Maintenant, ce n'est que le nombre d'unités vendues. Vous voyez une baisse en 2024 dans le chiffre canadien. Et cela est dû au fait que toutes les ventes de véhicules ont diminué au Canada l'année dernière. Mais si nous regardons le pourcentage de part des nouveaux véhicules vendus à combustion contre électrique, vous pouvez voir cette même courbe de croissance continuer d'année en année aux États-Unis et au Canada. Et si nous regardons 2024 spécifiquement, j'ai mentionné que le Canada traverse un ralentissement économique, donc toutes les ventes de véhicules ont diminué. Cela représentait tout de même presque 15% de tous les nouveaux véhicules vendus au Canada en 2024. Juste en dessous de 10% aux États-Unis. Donc, la croissance est toujours phénoménale, mais elle est encore en deçà du marché mondial. Donc, autant que je viens de le mentionner, vous savez, beaucoup de nos opinions ou perceptions sur l'adoption des véhicules électriques sont liées à la région ou au pays dans lequel nous sommes. La tendance mondiale est encore plus forte que ce que nous voyons et c'est le point que j'essaie de faire valoir, que cela est là pour rester. Je sais que nous avons un mélange de personnes sur cet appel, allant de développeurs à ingénieurs, distributeurs et entrepreneurs, mais je veux juste vous rassurer que les chiffres continueront d'augmenter, les taux d'adoption continueront de croître et tout ce que je vais vous dire, il y a une certaine sensibilité à cela. Mais les taux de croissance sont là pour rester. La rapidité avec laquelle nous adoptons est probablement la seule question. Si nous regardons le marché locatif et que nous revenons au cœur de cette présentation, vous savez, nous voyons un écart croissant de recharge de véhicules électriques sur le marché locatif. 33,1% des Canadiens louent leur logement. 35,8% des Américains louent leur logement. Et c'est presque 30% dans les deux marchés qui vivent dans un immeuble résidentiel multi-unités qui est classé comme 3 unités ou plus. Dès que nous entrons dans ces scénarios multi-unités où nous passons des systèmes de comptage des locataires au système de comptage des maisons, les exigences en matière d'infrastructure changent considérablement et c'est sur cela que nous voulons vraiment nous concentrer aujourd'hui. Pour toute personne sur l'appel, dans leur propre intérêt, ces points chauds pour les marchés locatifs en ce moment, Montréal, Vancouver et Toronto, quelques noms communs que vous verriez sur le marché canadien, et puis Miami, New York et San Francisco seraient les marchés locatifs les plus élevés aux États-Unis. Donc, pour toute personne impliquée dans la prise de décision concernant l'infrastructure de ces bâtiments, quelles sont les attentes des locataires? Alors, quels sont les retours que nous recevons du marché locatif? Maintenant, une partie de cela va être pondérée dans le marché lui-même et son taux de vacances. Vous savez, nous l'entendons simplement de manière anecdotique dans notre propre entreprise. Quel est l'intérêt des développeurs à déployer des infrastructures en raison d'une part de leur taux de vacances? Si vous êtes à moins de 1% de vacances, ce qui signifie que vous relouez l'unité 30 jours après son départ, certaines des commodités sur lesquelles nous allons nous concentrer ici peuvent ne pas être un facteur décisif. Mais si nous regardons le marché dans son ensemble, 30% des locataires disent qu'ils ne loueraient pas une unité si elle n'offrait pas l'accès à la recharge de véhicules électriques et cela a augmenté de 15% en l'année précédente dans cette enquête. Et si nous allons un peu plus loin, plus de 50% des locataires de la génération X et de la génération Z considéraient la recharge de véhicules électriques comme un équipement important ou souhaitable. Donc, selon votre position dans le spectre des espaces résidentiels multi-unités, ces statistiques seront importantes pour vous si vous ciblez ce type de locataire dans votre immeuble. Quelque chose d'autre que nous devons considérer lorsque nous parlons d'infrastructures pour véhicules électriques spécifiquement dans les immeubles résidentiels à unités multiples, ou les maisons individuelles d'ailleurs, est un système de transport électrifié ne devrait en rien ressembler à cela. Voici votre moteur à combustion interne. Voici votre système de transport actuel, notre système actuel en Amérique du Nord. C'est un cas d'utilisation horrible pour un système de transport électrifié. La dernière chose que vous voulez faire est de vider votre batterie jusqu'à zéro, comme nous le faisons avec nos voitures à essence, s'arrêter à une station-service 1 ou 2 fois par semaine, remplir à nouveau à 100 et refaire la même chose. Parce que ce cas d'utilisation
n'est pas idéal ou précieux pour de nombreuses raisons sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder avec un véhicule électrique ou avec ce système de transport électrifié. C'est une photo que j'ai prise, en fait. J'ai loué un véhicule électrique la dernière fois que j'étais en Floride. C'était moi en train d'attendre des bornes de recharge Electrify America dans un centre commercial près de Kissimmee, en Floride, à Orlando, enfin près d'Orlando, désolé. Et c'est une file d'attente pour accéder aux chargeurs rapides. Et c'est pourquoi l'expérience n'a pas de sens. Premièrement, nous n'avons pas assez d'infrastructures de recharge rapide pour répondre aux besoins de tous ces conducteurs de véhicules électriques que nous venons de voir dans les statistiques précédentes. Et deux, les voitures restent immobiles 96% du temps et elles ne bougent pas. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour se brancher au chargeur. Mais si nous revenons à cette statistique que nous venons de voir avec plus de 30% des Nord-Américains qui louent leur logement, ils ne peuvent pas décider s'il y a une infrastructure pour les soutenir. D'autres avantages sont que plus vous chargez lentement la voiture, mieux c'est pour la batterie et son entretien. Donc, les chargeurs rapides ne sont pas idéaux dans cette application. De plus, le coût de déploiement des chargeurs de niveau 2, dont nous parlerons un peu plus, est significativement moins élevé. Parce qu'il y a dans une section de nombreuses raisons pour lesquelles les locataires d'immeubles résidentiels à unités multiples s'attendent à rentrer chez eux le soir et à pouvoir brancher et recharger leur véhicule. C'est le scénario idéal pour un système de transport électrifié, que j'arrive à ma destination et que ce soit aller à la maison, au travail, dans un centre commercial, au terrain de golf, peu importe où c'est, je me branche à un chargeur et quand je pars, ma batterie est chargée et prête à partir. Et je ne me retrouve jamais dans des situations comme celle-ci où j'attends dans une file d'attente. Donc, les conformités de 2025 et les mandats prêts pour les véhicules électriques. Ce sont les codes de construction pour corriger les lois sur la charge. La conformité n'est pas seulement à venir, elle est déjà présente dans certains États et certaines provinces. Alors regardons, examinons la différence entre prêt pour les véhicules électriques et le droit de charger. Un prêt pour les véhicules électriques se réfère essentiellement aux exigences du code de construction. Combien de places de stationnement doivent avoir des conduits, du câblage ou donc c'est pré-câblé, ce que nous considérons comme pré-câblé ou même des prises sous tension pour soutenir les futurs chargeurs. Ce sont ce que les promoteurs sont tenus d'intégrer dans les propriétés neuves ou rénovées. Les lois sur le droit de charger, en revanche, donnent du pouvoir aux locataires individuels ou aux propriétaires de condos. Elles donnent aux personnes le droit légal de demander un accès à la recharge et rendent plus difficile pour les propriétaires d'immeubles ou les associations de copropriétaires de refuser cette demande. C'est donc la différence significative entre les lois sur la préparation aux véhicules électriques et celles sur le droit de charger. Alors, il y a les mandats EV Ready maintenant. Selon la province ou l'État dans lequel vous vous trouvez actuellement, cela pourrait vous concerner, mais nous avons 11 États avec des mandats EV Ready et 3 provinces. Et vous pouvez voir le mélange ici. Ressources naturelles, Canada développe actuellement un code standardisé pour les véhicules électriques prêts à l'emploi pour le Canada à travers le Code national du bâtiment qui devrait bientôt s'appliquer à l'échelle nationale une fois finalisé. Et un mandat prêt pour les véhicules électriques. Alors, examinons de plus près les mandats prêts pour les véhicules électriques. Typiquement, ils exigent que les bâtiments aient des conduits de câblage, également appelés chemins de câbles électriques, allant du panneau électrique directement aux places de stationnement, réduisant ainsi de manière significative les coûts d'installation futurs, parce que vraiment, à ce stade, la seule chose dont nous avons besoin est le dispositif de terminaison, le VSE, ou ce que nous appellerions le chargeur de véhicules électriques. Il spécifie également une capacité adéquate du panneau électrique pour soutenir une charge de niveau 2 pratique et efficace pendant la nuit. Les mandats définissent généralement un ensemble de pourcentages ou un nombre de places de stationnement qui doivent être soit prêtes pour les véhicules électriques, soit entièrement équipées pour les véhicules électriques dès l'occupation. Ces chiffres varient tellement en fonction des taux d'adoption, non seulement au niveau national et étatique, mais aussi au niveau municipal et vraiment des régions au sein de ces municipalités, selon l'adoption des véhicules électriques. Au Canada, la Colombie-Britannique est en tête, exigeant que 100% des places résidentielles dans les nouveaux immeubles à unités multiples soient prêtes pour les véhicules électriques. Tel Texas, c'est le mandat le plus agressif que nous ayons vu. Des villes comme Vancouver, Burnaby, Richmond ont des règlements locaux encore plus stricts en place. Le Québec exige également une infrastructure prête pour les véhicules électriques pour les nouvelles maisons, avec des plans pour étendre les exigences aux bâtiments plus grands d'ici la fin de 2025. Aux États-Unis, la Californie, c'est évident, impose 10% et il montre la voie. 10% des places de stationnement ont des chargeurs entièrement installés avec 40% supplémentaires de ces places prêtes pour les véhicules électriques. L'État de Washington est à 10%. Vous avez des villes comme New York avec leur propre loi locale prête pour les véhicules électriques, comme la loi locale 130.
Point clé à retenir pour tout le monde, les mandats prêts pour les véhicules électriques ne sont pas à l'horizon, ils sont déjà là et l'élan à travers l'Amérique du Nord s'accélère rapidement. Et pour quiconque travaille dans ce domaine, je pense que le précédent établi par certains de ces marchés matures ou à adoption élevée comme la Californie, la Colombie-Britannique et le Québec peut vraiment établir le précédent pour la façon dont vous concevez, câblez ou construisez finalement vos bâtiments aujourd'hui. Alors, les droits sur le droit de recharger, quels États et provinces les ont? Eh bien, vous voyez cela ici, 16 États et provinces. Donc, les 16 États de province. Pour les propriétaires et les promoteurs immobiliers sur cet appel, cela signifie que la pression réglementaire ne vient plus seulement des mandats gouvernementaux, elle vient en fait des locataires eux-mêmes. Donc, au lieu de venir du niveau fédéral ou dans ces cas du niveau étatique ou provincial, elle vient de ces locataires. Ignorer ces lois peut entraîner des litiges juridiques, des retards de projet ou même une conformité forcée par des ordonnances de tribunal. C'est une responsabilité croissante et à mesure que les gens adoptent ces véhicules, vous allez voir de plus en plus de pression. Où ces lois sur le droit de charge existent et un problème qui est complètement évitable avec un plan proactif en place. Donc, la gestion de la charge et la planification de l'infrastructure de charge intelligente. C'est probablement l'un des aspects les plus critiques du point de vue de la planification. Ainsi, la recharge des véhicules électriques ne consiste pas seulement à les brancher. Il s'agit de comprendre comment les véhicules électriques se rechargent. Conceptuellement, quel équipement est nécessaire et comment le dimensionner intelligemment et de manière rentable. Nous allons donc simplement décomposer quelques-unes des nuances liées à cela. Je vais juste commencer par les bases de la recharge des véhicules électriques, car encore une fois, je l'ai mentionné, mais il y a un large éventail de personnes sur cet appel, et en ce qui concerne leur position dans le canal. Alors d'abord, regardons l'EVSE lui-même. Cela signifie équipement d'alimentation pour véhicules électriques. Donc, quand je dis chargeur, quand le terme courant pour ces choses est chargeur, techniquement, ce n'est pas vrai. Quand vous arrivez au niveau 1 et au niveau 2 que nous examinons ici, niveau 1 homme, ceux-ci sont considérés comme des équipements d'alimentation pour véhicules électriques parce que c'est du courant alternatif du système électrique du bâtiment, c'est du courant alternatif dans le véhicule. Le chargeur ou le contrôleur de charge se trouve en fait dans le véhicule. Il convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter les batteries. Donc, si nous regardons la charge de niveau 1, quelques points à aborder rapidement à ce sujet et pourquoi nous ne la voyons pas pratiquement déployée dans les résidences multi-unités niveau 1, toujours 120 volts, toujours monophasé. Le problème est que vous n'obtenez que, vous savez, 5 à 8 miles par heure, 8 à 12 km par heure. Donc, lorsque vous entrez dans ces grands systèmes d'équilibrage de charge ou lorsque vous voulez ajouter des systèmes d'équilibrage de charge, vous voulez ajouter la facturation et la monétisation. Ce sont vraiment comme les roues de secours dans votre véhicule. Elles ne vous emmènent pas très loin, très vite et elles n'ont pas la technologie intégrée pour faire beaucoup d'équilibrage de charge. Et les protocoles de facturation et de monétisation ou les protocoles OCPP que nous voulons exécuter, donc pas vraiment pratique, c'est fourni avec la plupart des véhicules. C'est vraiment un scénario de pire cas. L'autre raison est simplement l'autonomie. Vous regardez les 10 meilleurs véhicules actuellement en Amérique du Nord, vous parlez de 300 à 500 miles d'autonomie au maximum avec une seule charge. Donc, nous avons simplement besoin de plus de puissance pratiquement que ce que le niveau 1 peut nous offrir dans beaucoup de ces situations. Niveau 2, c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer ou connaître d'un point de vue résidentiel multi-unité pour de nombreuses raisons. Mais le niveau 2 équivaut toujours à 208-240 volts. C'est toujours monophasé. Nous allons juste garder ça simple. C'est aussi du courant alternatif du circuit électrique et c'est du courant alternatif dans le véhicule. Cela dépend du contrôleur de charge du véhicule. Mais ce que vous commencez à voir ici, c'est une augmentation de puissance, bien sûr, et avec plus de puissance vient plus d'autonomie en moins de temps. Donc, nous parlons de 15 à 60 miles par heure selon la taille de l'EVSE et aussi le contrôleur de charge dans le véhicule ou de 24 à 100 km d'autonomie par heure. La raison pour laquelle c'est le point idéal, je l'ai déjà mentionné, c'est que 96% du temps, votre véhicule est là sans bouger. Alors, cela signifie, vous savez, avec un chargeur de niveau 2, nous avons probablement besoin d'1 à 3 heures seulement selon certaines variables de temps de charge par nuit. Donc, un chargeur de niveau 2 fera le travail pour presque tout le monde à chaque fois qu'il rentre chez eux et se branche. Et avec ces données, vous savez, l'Américain moyen ne conduit qu'environ 30 miles par jour. Maintenant, nous pouvons commencer à charger encore plus de chargeurs sur le même circuit, ce dont nous allons parler bientôt. Et le dernier chargeur que vous pourriez entendre mentionner s'appelait autrefois niveau 3. La façon dont je m'en souviens, niveau 1, 120, niveau 2, 208, 240, toujours monophasé. Le niveau 3 était toujours triphasé, 208, 480 ou 600. Nous appelons maintenant le niveau 3 courant continu. Charge rapide. C'est en fait une charge ou un chargeur parce que nous convertissons le courant alternatif en courant continu dans l'unité. Mais maintenant, vous passez de 3 000 $ à 5 000 $ pour un chargeur de niveau 2
jusqu'à 100 000 $ et plus pour un chargeur rapide. Vous devez également installer ces plus grands à l'extérieur. Les locataires ne veulent pas faire la queue comme sur l'image que vous avez vue plus tôt, donc ils ne sont tout simplement pas pratiques pour de nombreuses raisons. De plus, la taille du service, les exigences supplémentaires de taille de service, la taille des fils, juste l'emplacement physique sur le site. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous ne voyons pas cela dans les résidences multi-unités, mais ils existent. Cela devrait vraiment être l'infrastructure non-destination. Donc, je pars de chez moi, j'arrive au travail, j'arrive au centre commercial, au terrain de golf, au cinéma, peu importe. Et la seule fois où j'ai vraiment besoin de m'arrêter à ces chargeurs rapides, c'est quand je ne peux pas y arriver. Du point A au point B. Donc, connecteur. Donc, pour le niveau 1 et le niveau 2, en Amérique du Nord, il y a deux types de connecteurs. Je vais essayer de simplifier et de ne pas vous ennuyer avec tous les acronymes. Il y a le J1772 qui est le connecteur non Tesla pour le niveau 1 et le niveau 2. Et puis, nous avons le connecteur Tesla qui est maintenant le connecteur NACS qui est ensuite devenu le J3400, mais vous pouvez simplement l'appeler le Tesla. Connecteur, vous voyez ces deux sections transversales ici. Les broches sont en fait les mêmes, c'est juste une disposition physique différente sur le niveau 1, niveau 2. Ensuite, nous passons à la charge rapide en courant continu. CHAdeMO, nous n'avons pas besoin d'en parler. C'était une norme japonaise qui a vraiment disparu maintenant en Amérique du Nord à toute fin pratique. Nous avons le CCS, donc c'est le connecteur de charge rapide non Tesla, et nous l'appelons un connecteur combo. Il a le J1772 en haut et votre DC plus-moins pour vos chargeurs rapides en bas. La raison pour laquelle le connecteur Tesla a si bien réussi, premièrement, c'est qu'il est conçu pour être le même connecteur pour le niveau 1, le niveau 2 et la charge rapide. Et puis deuxièmement, juste l'abondance. Tesla a tellement investi dans son réseau de recharge rapide, de nombreux fabricants et équipementiers veulent accéder à ce réseau. C'est pourquoi vous entendez probablement, si vous ne l'avez pas déjà entendu, que les gens adoptent ce connecteur comme standard sur leur véhicule. Et maintenant qu'il s'agit d'une norme ouverte, non propriétaire, nous orientons tous notre matériel dans cette direction également. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe des adaptateurs pour chaque type. Donc, vraiment, 4 adaptateurs dont vous avez besoin en Amérique du Nord si vous retirez le CHAdeMO. Ainsi, tout véhicule peut se charger sur n'importe quel chargeur. Maintenant, cela a un tas d'astérisques, mais de manière simpliste. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, gestion intelligente de la charge. Pour les ingénieurs présents, quand nous revenons à ces exigences, les lois sur le droit de charger et les lois sur la préparation des véhicules électriques, comment pouvons-nous faire cela de la manière la plus rentable? J'ai mentionné Traint Miles, vous savez, 50 km par jour, c'est à peu près la distance moyenne de conduite. Nous avons donc seulement besoin de quelques heures de charge par nuit. Comment maximiser nos services électriques ou réduire les coûts lors de la conception d'un nouveau service électrique pour pouvoir répondre aux besoins de ses locataires. La manière la plus critique est la gestion intelligente de la charge. Cela est couvert de manière exhaustive dans les dernières révisions du Code national de l'électricité aux États-Unis et du Code canadien de l'électricité ici au Canada. Pour le NEC, c'est l'article 625, 625.42 qui couvre spécifiquement les EVEM, ce système de gestion de l'énergie des véhicules électriques. Et pour le Code canadien de l'électricité, vous vous référeriez à la section 8 et à la section 426 pour ce que je vais partager avec vous ensuite. C'est la méthode la plus courante. Il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est la méthode la plus courante pour équilibrer la charge. Donc, le code électrique exige que si je mets un chargeur de 48 ampères sur un disjoncteur de 60 ampères dédié, je dois ajouter 48 ampères de demande à ce bâtiment ou à ce calcul de charge. Maintenant, si je mets en parallèle 4 chargeurs sur le même circuit de 60 ampères, je suis passé d'un chargeur de 48 ampères à 4 chargeurs de 48 ampères, mais je n'ai ajouté que 48 ampères de demande si ces chargeurs peuvent communiquer soit par fil, sans fil ou, vous savez, via le cloud ou localement. Donc, ce que cela me permet de faire, la première voiture se branche, tire 48 ampères. Nous allons simplifier encore. Au moment où je branche la quatrième voiture, elle tire chacune 12 ampères. C'est ce que nous appellerions un partage de charge de circuit de dérivation monophasé. Ces 4 chargeurs sont en parallèle sur le même circuit de dérivation. C'est la manière la plus économique de le faire. Ce n'est pas la plus fonctionnelle. Si vous vouliez obtenir le plus de fonctionnalité, parce que typiquement, ce qu'un électricien ferait dans ce scénario de circuit de dérivation, il mettrait les 4 chargeurs côte à côte. 2 personnes entrent dans ce bâtiment. Disons qu'il y a 20 chargeurs. Ce sont les seuls à utiliser le réseau de charge, mais elles sont côte à côte. Elles partagent la charge, alors qu'en théorie, vous savez, il y a encore de la place sur ce service pour qu'elles aient les 48 ampères complets tirés sur les 2 véhicules. C'est là que cela devient plus courant, plus d'argent du point de vue de l'infrastructure, mais un meilleur cas d'utilisation pour les conducteurs. Ce serait un partage de charge au niveau du panneau. Maintenant, j'ai mentionné que ces chargeurs sont monophasés, mais bien sûr, les immeubles résidentiels multi-unités sont principalement des systèmes triphasés. Ceci est un partage de charge au niveau du panneau sur un panneau triphasé de 208 volts.
C'est en fait une visualisation de notre back-end. Maintenant, nous pouvons connecter des chargeurs à la phase A, donc rotation A, B, phase B, rotation B, C, et phase 3 ou phase C, rotation C, A. Et maintenant, excusez-moi, au lieu de surcharger le circuit de dérivation avec ce ratio de 4 pour 1, je peux surcharger le principal sur le panneau avec le même ratio. Donc maintenant, je vais mettre 800 ampères de charge, utiliser toutes ces positions de circuit dans mon panneau de 208 volts et je vais surcharger le principal de 200 à 800 ampères dans ce même scénario de 4 pour 1. Là où cela devient encore plus précieux d'un point de vue conception, ingénierie et coût de déploiement, c'est lorsque nous effectuons un partage de charge à plusieurs niveaux. Alors maintenant, nous allons réellement protéger le panneau ou un groupe de panneaux. C'est une disposition assez courante pour un immeuble résidentiel multi-unité. J'ai mon tableau principal ici. J'ai un transformateur secondaire alimenté par ce tableau principal. Ensuite, j'ai plusieurs panneaux ou un transformateur dédié aux véhicules électriques. Des panneaux dédiés aux véhicules électriques alimentant toutes les places de stationnement dans ce bâtiment. Maintenant, je peux mettre une limite stricte sur mon partage de charge de 4 pour 1 sur les disjoncteurs de chaque panneau, mais je peux aussi protéger le transformateur secondaire. Donc, je pourrais surcharger les deux dans ce scénario, dans le cas rare ou vraiment plus tard, lorsque nous commençons à avoir beaucoup de demandes sur les chargeurs de ce bâtiment. Donc, je peux effectivement protéger les deux. Nous appelons cela un partage de charge à plusieurs niveaux, où un transformateur est protégé, mais aussi les panneaux individuels sont protégés. Là où cela est pratiquement le plus précieux, et ce que le NEC reconnaît maintenant. Donc, j'ai mentionné auparavant, un chargeur équivaut à 48 ampères de charge, je vais l'ajouter au bâtiment. Si je fais un partage de charge de 4 pour 1, vous savez, je n'ai ajouté que 48 ampères avec 4. Si je mets en place un système de surveillance énergétique qui peut communiquer avec les charges de recharge et les réduire à zéro pendant les périodes de pointe ou de service, les périodes de forte demande de service, alors je peux réduire à zéro les charges de recharge des véhicules électriques dans le bâtiment. Donc maintenant, en tant qu'ingénieur, je peux prendre un multi-unité existant. Je pourrais ajouter 100 chargeurs et je n'ai pas besoin d'apporter un nouveau service. Je n'ai pas besoin de faire des calculs de charge complexes. Maintenant, je simplifie cela. Évidemment, une partie de ce travail serait encore effectuée en ce qui concerne, les calculs. Mais ce que cela fait, nous allons jusqu'à AirKit, d'autres le font. AirKit va jusqu'à 5000 ampères sur un 3 phases 208. Et pourquoi cela fonctionne si bien? C'est parce que tous les EVSE, les chargeurs dans le bâtiment, nous savons toujours combien de charge ils consomment, car ils ont des transformateurs de courant intégrés. Ce que nous ne savons pas à tout moment, c'est ce que consomment les ascenseurs, le feu, les suites de puissance de la maison, tous les transformateurs secondaires ou tout ce qui est connecté directement à ce tableau principal. Alors, nous mettons les transformateurs de courant directement sur le tableau principal, sur le secondaire du transformateur de la compagnie d'électricité. Et tout ce que nous faisons, c'est comparer en temps réel quelle est ma demande de charge en termes de courant, quelle est la charge de mon bâtiment. Et nous ajusterons en conséquence. Et pourquoi cela fonctionne pratiquement? C'est parce que ces bâtiments ne sont pas construits différemment ou ne voient pas de courbe de réponse à la demande différente de celle que vous verriez sur le réseau. Les gens rentrent chez eux le soir à 5 h, 6 h et 7 h dans leurs immeubles. Ils branchent leur véhicule, allument leur télévision, leur lumière, leur cuisinière, leur lave-vaisselle, leur sèche-linge. Les charges des bâtiments sont élevées. Mais lorsque vous commencez à aller au lit à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h du soir, les charges des bâtiments diminuent. Et ce que nous faisons, c'est augmenter les charges de recharge parce que vous, et nous en avons parlé plusieurs fois maintenant, mais je n'ai besoin que d'une petite fenêtre de charge. Donc, si je suis un locataire et que je rentre chez moi et branche ma voiture, je reçois 0 ampère ou 0 kW de puissance. Mais quand je me réveille le matin, si mon véhicule est de retour à 80% ou 90%, cela m'importe peu parce qu'en fin de compte, je n'ai payé que pour les kilowattheures dont j'avais besoin et ma voiture est revenue au niveau de charge que je souhaite. Donc, c'est la valeur à court terme et à long terme de ces systèmes de gestion de charge. Donc, une énorme économie de coûts. Vous savez, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais cela réduit vos coûts d'installation. Vous pouvez mettre plus de chargeurs sur le même panneau. Vous pourriez éviter de déclencher ces mises à niveau des services publics. La plupart des services publics dans la plupart des marchés ne vous laisseront même pas amener un deuxième service au même voltage. Et vous pouvez réduire vos coûts d'installation de 30 à 70% par rapport aux configurations non gérées. Ce chiffre est probablement encore plus élevé. Économie de coûts, il y a beaucoup d'incitations et de subventions. Même malgré le changement administratif aux États-Unis et les changements de politique aux États-Unis, nous avons encore des financements disponibles au niveau fédéral et étatique qui doivent être utilisés. Donc, nous pouvons vous donner plus de détails sur ceux-ci par État. Et puis pour les développeurs sur l'appel et finalement les locataires aussi que vous essayez de solliciter ou satisfaire, la recharge de véhicules électriques génère des revenus. Donc, c'est une commodité, mais c'est aussi un générateur de revenus pour ces développeurs.
Vous pouvez facturer les locataires, vous pouvez facturer les visiteurs, vous pouvez utiliser des structures tarifaires basées sur le temps d'utilisation, vous pouvez également appliquer des frais de pénalité s'ils ne libèrent pas l'emplacement, vous pouvez avoir des frais de réservation. Donc, tous ces chargeurs qui sont reliés au compteur domestique ont un schéma de monétisation associé. Tous, vous savez, je parle au nom de Electric Avenue, ce qui est bien dans cette industrie maintenant, c'est que la technologie a été standardisée. Nous utilisons tous le même protocole de communication OCPP. La plupart d'entre nous sont maintenant open source, donc le matériel et le logiciel sont interchangeables, mais le rôle du logiciel est vraiment dans la monétisation, le contrôle de l'accès, la surveillance, la facturation. Tosju s'inspire de l'équilibrage de charge et de la réponse à la demande et aussi d'être prêt à s'intégrer avec beaucoup de ces programmes utilitaires qui vont réduire le coût de l'énergie s'ils peuvent communiquer avec vos charges de recharge dans votre bâtiment. Donc, c'est la beauté du logiciel. Voici à quoi cela ressemble pour les conducteurs pour démarrer des sessions. Voici à quoi cela ressemble pour l'hôte du site ou pour les développeurs qui hébergent l'équipement. Déterminer la valeur à long terme. Nous avons également un excellent outil de calcul de ROA si quelqu'un veut l'utiliser. Bien sûr, les chiffres, vous savez, sont parfois difficiles à prévoir, mais les appartements sont en fait l'un des chiffres les plus faciles à prévoir pour un ROA parce que l'industrie, y compris nous, dispose de très bons points de données sur le ROA et l'utilisation dans les immeubles d'appartements, mais généralement un retour sur investissement de 3 à 5 ans dans les immeubles d'appartements selon combien vous déployez et à quel point vous êtes proche de répondre à la demande actuelle dans votre immeuble pour les locataires avec des véhicules électriques aujourd'hui. La durée de vie est généralement de 8 à 12 ans pour ces choses. Synchroniser la transition, donc quelques considérations stratégiques. Sélection de l'équipement, mais nous en avons déjà parlé. La recharge de niveau 2 est tout ce qui vous préoccupe. C'est pour une utilisation nocturne et vous voulez juste vous assurer que c'est évolutif, comme nous avons parlé de l'open source rapidement. Comment vous allez mettre en réseau le matériel? Capacité d'approvisionnement en énergie, donc connaître les limites de votre panneau existant ou connaître les limites de votre transformateur existant, plus critique. Et ensuite, quelle gestion de charge est nécessaire? Évaluation du site, vous savez, placer les chargeurs là où ils sont faciles d'accès pour les locataires, où vous maintenez le A-coût initial bas. Vous savez, se rapprocher autant que possible des panneaux électriques et aussi envisager le pré-câblage pour anticiper l'avenir. Spécification des chargeurs. Ce qui est bien avec nous et la plupart des fabricants maintenant, c'est que nous vendons vraiment seulement 2 versions de niveau 2, 48 ou 80 ampères. Donc, pour les ingénieurs sur l'appel, vous pouvez sélectionner quel ampérage est logique pour ce panneau. Nous voyons encore beaucoup d'exigences prêtes pour les véhicules électriques à 32 ou 40 ampères du côté de l'EVS. Donc, vous pouvez simplement ajuster ces chargeurs mécaniquement, ce qui est également reconnu par le code sans avoir à dimensionner le circuit dérivé en fonction de sa capacité totale. De la tension du système, nous en avons déjà parlé. 208 va être plus de 90% de ce que vous voyez dans les unités multiples. Type de connecteur, nous sommes toujours sur J1772. Donc, non Tesla est le plus courant que nous voyons jusqu'à ce que des véhicules autres que Tesla commencent réellement à être construits avec le connecteur Naxos. Et à l'épreuve du futur, quelles améliorations pouvons-nous faire sur ce site? Une autre considération clé pour toute personne impliquée dans la conception de cet équipement pour les unités multiples est la connectivité. Optify, cellulaire ou Firstmose. Nous avons également une option sans réseau où nous pouvons simplement traiter les paiements depuis le téléphone du conducteur. Donc, idéalement, vous savez, vous êtes sur Terre où vous avez une bonne couverture cellulaire, n'est-ce pas? Le Wi-Fi serait probablement la 3e meilleure option et si aucune de ces options n'est disponible, vous pouvez également effectuer le traitement des paiements via le téléphone du conducteur, donc aucune connectivité réseau requise. Aussi, lorsque vous choisissez du matériel, vous savez ce que vous verrez couramment spécifié ou vous savez, dans les marchés qui sont plus matures dans ce domaine, vous voulez vous assurer que les chargeurs sont compatibles avec OCPP 1.6, également la norme ISO 15118 qui permet le plug and charge, obtenir les informations de carte de crédit et de l'utilisateur depuis le véhicule. Également conforme à CTAP, qui, sur tous les chargeurs avec écran LCD, où ils fournissent des retours sur la facturation et la consommation d'énergie en temps réel. Capacité d'approvisionnement en énergie. Disponibilité du service public, c'est crucial. Vous savez, avez-vous suffisamment de capacité pour commencer? Distance de la source d'alimentation pour les exigences de tension et la chute de tension, ES 208 ou 240. Et nous voulons toujours du monophasé avec des transformateurs à prise centrale, donc pas de masse flottante lorsque vous spécifiez des transformateurs monophasés sur cet équipement. Considération sur les travaux de génie civil et de structure. S'ils vont à l'extérieur, vous savez, les exigences de fondation. Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent maintenant d'excellents produits préfabriqués pour soutenir les socles et les chargeurs. Il existe également d'excellents produits de forage directionnel de sociétés comme Southwire qui vous permettent d'économiser sur une grande partie des travaux de tranchées et de génie civil nécessaires et finalement des bornes de protection. Vous voulez protéger ceux-ci mécaniquement comme vous le feriez pour tout équipement critique.
Disposition et conception du site, nombre de chargeurs. Cela varie tellement. Nous sommes heureux de travailler avec n'importe qui sur n'importe quel marché pour déterminer le meilleur cas ou ce qui répondrait à certaines exigences d'un plan prêt pour les véhicules électriques ou ce qui rendrait ce bâtiment à l'épreuve du futur. Gestion des câbles, nous recommandons toujours similaire à votre tuyau d'air à votre station-service. Vous savez, vous ne voulez pas que ces câbles traînent par terre. Instruction Shares à remplacer. Ça couvre signalisation, clé, marquage, accessibilité, éclairage. Ce sont tous des éléments du puzzle. Donc, créer une politique pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Vraiment, nous travaillerons avec vous là-dessus aussi. C'est un excellent pacte de démarrage que nous avons. Fixer des attentes claires. Vous voulez soutenir ce droit à la conformité de charge et finalement, vous devez planifier ces bâtiments pour une évolutivité à long terme. Si vous ne le faites pas maintenant, je peux vous assurer, vous savez, surtout du côté de l'ingénierie, ces développeurs vont revenir et demander pourquoi, dans 1 an ou 2, quand ils iront déployer cette infrastructure et qu'elle n'a pas été conçue en conséquence, non seulement pour aujourd'hui, demain, mais aussi à long terme. Juste une petite histoire de réussite pour conclure. Shade2K Property est l'un de nos développeurs préférés avec qui nous avons travaillé. Ils ont commencé en cherchant seulement 2 chargeurs. C'est un petit développeur régional avec un peu plus de 1200 portes sous gestion. Ils cherchaient seulement quelques chargeurs, cela remonte à presque 4 ans, pour soutenir quelques locataires qui venaient d'acheter des véhicules électriques. Nous avons travaillé avec eux sur un financement par le biais du gouvernement fédéral au Canada. Nous leur avons obtenu des fonds. Ils sont passés de 2 bornes à 112 bornes. Nous avons rapidement développé notre gestion de charge multiniveau pour les soutenir afin qu'ils puissent surcharger non seulement le circuit de dérivation, mais les panneaux eux-mêmes. Donc, nous avons développé ce système multiniveau pour répondre à leurs demandes et maintenant, ils ont plus de 10% de leur place de stationnement total prête pour les véhicules électriques aujourd'hui. Donc, vous pourriez y charger une voiture aujourd'hui. Résultats impactés, c'était génial. Visibilité accrue pour l'utilisation par les locataires et le public. Donc, vraiment, l'objectif de ce programme Zebit, beaucoup de programmes, était de changer la perception des locataires. Donc, maintenant, quand les gens arrivent à leur place de parking, ils se disent « Oh, ils ont 12 chargeurs inutilisés ici. Peut-être que mon prochain achat pourrait être un véhicule électrique. » Cela a eu cet effet dans ces bâtiments. L'âge moyen de location est presque 65 ans, donc ces locataires restent beaucoup plus longtemps et ils se soucient de cette infrastructure lorsqu'ils décident de quel véhicule ils vont conduire. Aussi, beaucoup de stationnement pour visiteurs, donc c'était une grande visibilité pour l'utilisation publique. Ils génèrent pas mal de revenus. Ils facturent en fait les visiteurs à un tarif plus élevé que leurs locataires et ils sont également maintenant prêts pour l'avenir avec les systèmes de gestion de charge alors qu'ils augmentent leur infrastructure. Juste en terminant avec quelques outils utiles. Style, il y a aussi un email de suivi, mais notre calculateur de retour sur investissement est en ligne. Il est disponible gratuitement sans frais afin que vous puissiez voir quel type de retour sur investissement cela vous apporterait sur votre site multi-unité. Aussi, ce pack de démarrage dont j'ai parlé. Il simplifie les demandes de recharge de véhicules électriques avec une politique de bâtiment. Nous enverrons ce pack de démarrage à tout le monde. Et avec cela, juste des questions. Y a-t-il des questions? Je sais que nous avons couvert beaucoup de choses en peu de temps, mais c'était l'objectif de vous donner autant d'informations que possible pour vous donner matière à réflexion. Julie, comment ça se passe avec les questions? Y a-t-il un chat? Oui, il n'y a pas de questions actuellement dans le chat. Mais oui, si quelqu'un a des questions, il peut les mettre dans le chat et je pourrais les lire à Marc. Vous pouvez également les laisser dans le chat et nous pourrons faire un suivi, donner des réponses lorsque nous enverrons l'email de suivi avec les ressources que je viens de mentionner. D'accord? Parfait. Je pense que nous approchons de la fin. De toute façon, s'il n'y a pas de questions maintenant. Oui, nous nous assurerons qu'une copie de l'enregistrement sera envoyée avec le pack de démarrage de la politique et un lien vers le calculateur de retour sur investissement. Oui, si vous avez des questions ou souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à scanner le code QR à l'écran. Merci beaucoup d'avoir assisté. Ken m'a applaudi. Merci, Ken. Peut-être que c'était pour Julia, en fait. Julia parlait, donc nous ne sommes pas sûrs. Merci, John. Merci. Merci à tous. Oh oui, Dawson. Nous connaissons Dawson. Oh, Dawson, est-ce l'un des nôtres? Header, les conseils de copropriété. Je dirais Header, je vois votre commentaire là. Les conseils de copropriété sont l'une des organisations les plus difficiles que nous ayons jamais vues pour les déploiements de bornes de recharge pour véhicules électriques. Comme Trey, pour arriver au bout. Oui, il y a beaucoup de cuisiniers dans la cuisine. Dawson a quelque chose là. Le Manitoba s'occupe d'un gars. Ah oui, Dawson, cela revient. Nouveau-Brunswick, presque tous les États-Unis et la plupart du Canada vous permettent de facturer par kilowattheure sur le niveau 2. Nous sommes en fait approuvés sous la décision de dispense temporaire de Mesures Canada pour le niveau 2 sur notre matériel. Mais nous pouvons te l'obtenir, Dawson. Je vais prendre une note.
Mais oui, les provinces peuvent toujours surpasser le mandat de Mesures Canada sur la facturation au kilowattheure et vous obliger à facturer pour le temps. Mais notre logiciel vous permet de facturer pour les deux. Le problème est si vous facturez pour le temps. Au niveau 2, surtout sur un partage de charge, 1, tout le monde paie le même montant, peu importe s'ils reçoivent la même quantité d'énergie. Et 2, si vous avez un contrôleur de charge de 48 ampères contre ma voiture hybride rechargeable qui n'a que 16, nous payons le même montant par temps, même si vous savez, je reçois presque un quart de l'énergie. Mais oui, nous vous enverrons quelque chose concernant la décision de Mesures Canada, Dawson. D'accord. Merci encore à tous. Passez une excellente journée.